Le soleil brillait faiblement sur Paris ce mardi après-midi, lorsque N'Golo Kanté décida de sortir discrètement de chez lui. Il appréciait ces moments simples, où il pouvait se fondre dans la foule, loin des regards insistants. Vêtu sobrement, un sweat gris, un jean foncé et une casquette noire rabattue sur le front, il espérait passer inaperçu. Non pas par arrogance, mais par besoin de tranquillité. Il choisit un centre commercial peu fréquenté, niché dans le 16e arrondissement, loin des zones touristiques et des flashs. Son but était modeste, offrir un cadeau à sa mère, un foulard bleu clair qu'elle avait évoqué lors d'un appel récent. Ce genre de geste, discret mais sincère, lui ressemblait parfaitement. En déambulant dans les allées, il s'arrêtait parfois pour observer les vitrines ou saluer poliment quelques fans qui l'avaient reconnu. Mais bientôt, il ressentit une présence étrange. Un homme, immobile à distance, le fixait intensément. Kanté essaya d'ignorer ce regard lourd, inhabituel, différent de l'admiration habituelle. Il y avait dans ses yeux quelque chose de fermé, presque hostile. Il poursuivit son chemin, entra dans une parfumerie, puis dans une boutique d'accessoires féminins. Il trouva le foulard, l'examina avec soin, paya en liquide et remercia la vendeuse avec un sourire discret. Alors qu'il quittait la boutique, il sentit de nouveau ce regard pesant. Le même homme se tenait là, à quelques pas, semblant l'attendre. Kanté hésita, mais décida d'avancer. Il n'avait rien fait de mal, rien à craindre. L'homme s'approcha alors brusquement. Il était de taille moyenne, la barbe mal entretenue, les vêtements usés, les traits crispés. Une tension palpable émanait de lui. « Encore toi » murmura-t-il d'un ton menaçant. Avec ton air de faux modeste. Kanté, déconcerté, répondit calmement. « Pardon ?»« Hypocrite » hurla soudain l'homme avant de cracher en plein visage de Kanté. Le crachat éclaboussa son visage comme un coup sec, brutal, inattendu. Tout autour, le silence tomba d'un coup. Certains clients poussèrent des cris, d'autres reculèrent, choqués. Une employée appela la sécurité. Des téléphones se levèrent pour filmer. Le monde s'arrêta un instant. Kanté resta figé, les yeux fermés brièvement. Il sortit un mouchoir, s'essuya lentement, sans un mot. Mais au fond de lui, une douleur sourde bouillonnait. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas un incident isolé. Il se souvenait parfaitement de cette autre agression, des années plus tôt, dans un marché de Londres. Un homme, un autre visage, mais le même geste, la même haine aveugle. Et cette fois encore, cela se reproduisait. En plein jour, en public, sans raison. La direction du centre commercial intervint rapidement. En quelques minutes, plusieurs agents de sécurité encerclèrent la zone, isolant l'endroit avec des barrières improvisées. L'agresseur fut maîtrisé et conduit vers une salle à l'écart. La police fut aussitôt alertée. Les clients, stupéfaits, restaient figés ou murmuraient entre eux. Certains filmaient discrètement, d'autres s'indignaient à haute voix. Assis sur un banc non loin, Kanté gardait le silence. Il avait le visage à nouveau propre, mais son regard restait fixe, lourd. Un mélange de fatigue et de tristesse. Il tenait encore le foulard dans ses mains, comme un fragile symbole de normalité, d'intimité brisée. « J'ai tout vu », lança une cliente à un agent de sécurité. « Il n'a rien fait. Ce type l'a attaqué sans raison. »« Merci, madame. Nous allons nous occuper de la situation, » répondit l'agent. Un des responsables du centre arriva en courant, visiblement gêné, un verre d'eau à la main. « Monsieur Kanté, veuillez accepter nos excuses. Souhaitez-vous un endroit plus calme, une pièce privée ?»« Non, merci. Je préfère rester ici. Je veux voir comment cela sera géré. » Le responsable hocha la tête, ne trouvant rien à redire. Il y avait dans la posture de Kanté une forme de calme désarmant, presque solennel. Peu après, 2 policiers arrivèrent. Une inspectrice blonde et son collègue, un homme grand à l'allure nord-africaine, traversèrent la foule avec assurance. Ils s'approchèrent du joueur. « Monsieur Kanté » Inspectrice Dufresne. « Nous allons recueillir votre témoignage. » Il acquiesça. Expliqua précisément ce qui s'était passé, décrivit le comportement de l'homme, son regard, ses mots. Il précisa qu'il n'y avait eu aucune provocation de sa part. L'inspectrice nota tout en silence, attentive.
puis elle demanda à voir les caméras de surveillance et parla avec les témoins. Pendant ce temps, dans la salle de sécurité, l'agresseur, Lucien Darval comme on le saurait plus tard, marmonnait des propos décousus. C'est un faux. Ils nous manipulent tous avec leur image. Lui, avec son air de saint. Moi, je vois clair. Un policier lui demanda calmement. Vous saviez qui c'était ? Bien sûr. Ce petit joueur que tout le monde idolâtre. Mais moi, je ne me laisse pas berner. Ce que vous avez fait est grave. C'est une agression, potentiellement motivée par la haine. Darval ne répondit pas. Son regard était vide, instable. Kanté, de son côté, restait silencieux, absorbé dans ses pensées. L'agent revint vers lui. « Souhaitez-vous porter plainte ?» Il leva les yeux, hésita. Se souvenait trop bien de ce précédent événement qu'il avait laissé passer. Mais cette fois, ce n'était pas qu'à lui que cela arrivait. C'était à tous ceux qui, comme lui, subissaient des humiliations silencieuses. « Oui, je veux porter plainte. Et surtout, je veux comprendre. » Le lendemain, les médias s'emparèrent de l'affaire. Les titres défilaient « N'Golo Kanté agressé en plein centre commercial, le visage de la haine ordinaire. Kanté brise le silence après une seconde attaque. » Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des milliers de messages de soutien affluèrent. D'autres, comme toujours, cherchaient à minimiser. Il faut s'y faire, la célébrité attire les déséquilibrés. Mais cette fois, cela ne suffisait pas à étouffer l'indignation. Les vidéos captées montraient clairement l'acte. La posture de Kanté après le crachat, droite, digne, silencieuse, frappait l'opinion publique. Interrogé par un grand journal, il accepta de s'exprimer une seule fois. Ce n'était pas un simple geste, c'était une blessure symbolique. Je peux laver mon visage mais pas effacer ce que cela représente. Et je sais que je ne suis pas seul à vivre cela. Au sein de son club, ses coéquipiers l'accueillirent avec chaleur. Des messages de solidarité furent affichés dans le vestiaire, les supporters envoyèrent des centaines de lettres. Pourtant, malgré ces marques de soutien, Kanté restait préoccupé. Il savait que cette histoire ne devait pas s'arrêter là, que si rien ne changeait, cela arriverait encore, à lui ou à d'autres. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'agression. Kanté avait repris l'entraînement, en apparence comme avant. Sur le terrain, il était toujours aussi discret, précis, infatigable. Mais dans son regard, ses gestes, quelque chose avait changé. Une tension nouvelle, une détermination plus profonde. Il suivait de près l'évolution du dossier. L'agresseur, Lucien Darval, avait été libéré sous caution, en attente de jugement. Son avocat plaidait le trouble mental passager, mais les preuves, les témoignages, les vidéos rendaient difficile toute minimisation de son geste. Kanté, quant à lui, refusait de transformer cela en vendetta. Il voulait autre chose, une action qui dépasse l'indignation momentanée. C'est dans ce contexte qu'il retourna, incognito, au centre commercial. Même heure, mêmes habits discrets, même foulard dans la poche. Il marchait lentement dans les allées, observant les visages, les réactions. Certains le reconnurent, mais il garda son calme. Il avait une raison d'être là. Dans un bureau administratif à l'étage, il rencontra le directeur du centre ainsi que plusieurs responsables de la sécurité. Il ne leur demanda ni excuses officielles, ni compensation. Il leur fit une proposition simple, presque inattendue. Je voudrais créer un espace ici, un lieu ouvert où les gens peuvent venir parler. Pas forcément pour raconter ce qu'ils ont subi, mais pour écouter, échanger. Un endroit contre le silence, contre l'oubli. Je m'en occuperai. Mais je ne veux pas que mon nom y figure. Ce n'est pas pour moi. Le directeur, d'abord surpris, accepta. Un tel projet, porté avec tant de sincérité, ne pouvait qu'être respecté. Quelques semaines plus tard, l'espace Voix vit le jour. Un lieu neutre, aménagé avec des fauteuils, des livres, des affiches informatives et des permanences assurées par des bénévoles, psychologues, éducateurs et membres d'associations. Kanté participa à l'inauguration de loin, assis au fond de la salle. Il écouta des récits, des larmes, des silences. Il ne prit la parole qu'une fois, à voix basse, presque comme une confidence. J'ai longtemps cru qu'en étant respectueux, discret, on évitait ce genre de choses. Je me trompais, mais je ne veux pas devenir amer. Je veux que ce qui m'est arrivé serve à quelque chose. Parallèlement, le procès de Lucien Darval approchait.
Kanté insista pour y assister. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il se contente d'un avocat, mais il voulut être là. Dans le tribunal, vêtu d'un costume sombre, il écouta calmement les débats. L'accusé resta silencieux, l'air absent. Son avocat tenta une ligne de défense fondée sur le stress, les troubles personnels, une perte de contrôle. Quand vint le moment de témoigner, Kanté se leva. Il parla posément, sans colère. Il décrivit les faits, mais parla surtout de l'impact, sur lui, sur les témoins, sur les anonymes qui se reconnaissaient dans ce geste. Et il conclut par des mots qui frappèrent toute la salle. « Je ne suis pas ici pour qu'il soit puni, je suis ici pour qu'on comprenne que ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait que contre moi, et que si personne ne dit rien, ça recommencera. » Le juge prononça la sentence quelques semaines plus tard, 3 mois de détention à domicile, une obligation de suivi psychiatrique et 200 heures de travail d'intérêt général, à effectuer notamment dans des associations de lutte contre la discrimination. Une peine symbolique, mais accompagnée d'une obligation d'écoute. Kanté, informé de la décision, ne fit aucun commentaire public. Il n'attendait pas de victoire judiciaire. Ce qu'il cherchait, il l'avait déjà commencé ailleurs. L'espace voix se développa. D'autres centres commerciaux imitèrent l'initiative. Des écoles contactèrent les organisateurs pour créer des cercles de parole. Kanté continua à y venir parfois, sans prévenir, toujours en retrait, parfois déposant une phrase sur le mur de témoignage. Un jour, sur un post-it discret, on lut cette note écrite à la main. « Être fort, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est se relever en donnant la main à ceux qui n'ont pas eu cette chance. » On ne signa pas, mais tout le monde sut d'où cela venait.